Bonjour, Olivier Verdeil. J'ai deux questions et une remarque. La première question, c'est est-ce qu'on va en France, a priori non, mais je préfère le préciser, est-ce qu'on va vers une identité numérique unique ou des identités numériques? Est-ce qu'on va avoir un numéro d'identifiant unique? Et est-ce que comment ça va se passer la coopération entre les identités numériques régaliennes, publiques, et les usages privés? Ça, c'est la première question. La deuxième, en termes de souveraineté, donc effectivement, il y a un vrai enjeu de souveraineté autour de nos identités. Est-ce que derrière, quels sont les tas des réflexions en matière de souveraineté de la donnée, où les données vont être stockées, et en dehors de la localisation physique, il y aura des technologies non européennes qui vont être utilisées. Comment est-ce qu'on va se garantir qu'il y a aussi une protection de nos données quand les données seront utilisées par des technologies d'autres pays? Et la dernière remarque sur la compétitivité. Il y a un vrai enjeu de compétitivité. Aujourd'hui, une bataille mondiale autour des questions d'identité, industrielle, mais pas que, puisque derrière, il y a une forte dimension culturelle autour de l'identité. Donc, je me félicite qu'on construise une vraie démarche française de l'identité autour du lien identité numérique et état civil. Ça va nous permettre d'être plus forts sur le marché mondial, dans la compétition avec d'autres modèles. Merci. Alors, en effet, sur l'écosystème d'ensemble, comme vous l'avez compris, et c'est la commande d'ailleurs qui a été posée dès le début, en effet, ce n'est pas l'idée d'avoir une solution unique. Alors, l'État se positionne sur une solution régalienne parce que nous considérons en effet qu'il faut une solution d'État et qui permette notamment d'atteindre un niveau de garantie élevé au sens du règlement IDAS, qui est coûteux pour y parvenir, qui correspond à des usages, notamment des usages régaliens, qui ne sont pas sans doute les plus nombreux, mais sur lesquels il y a une place donc pour une solution d'État. Mais en effet, l'idée, ce n'est pas d'avoir une solution monopolistique. Il existe déjà évidemment d'autres solutions, les solutions privées qui ont été évoquées tout à l'heure, qui sont aujourd'hui fédérées notamment par France Connect. L'idée, c'est surtout que les ressources que l'État va développer et mettre en place au bénéfice de cette solution régalienne puissent être également, d'une façon ou d'une autre, être réutilisées par des acteurs privés. C'est pour ça que depuis que nous sommes en phase opérationnelle, il y a déjà eu plusieurs ateliers qui sont tenus avec des fournisseurs d'identité privés, existants ou peut-être futurs, pour voir dans quelles conditions les choix que nous pouvons faire, nous, actuellement, sur cette solution régalienne, ne les handicapent pas ou puissent même être réutilisés. Alors, le règlement IDAS le permet sous une forme particulière qui est celle du rebond, mais il peut y avoir sans doute d'autres solutions. Le règlement européen nous met quelques contraintes sur des perspectives que nous avions envisagées, mais on est en train d'y travailler. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir plutôt pour l'usager demain une situation de choix. Alors il ne faut pas non plus qu'il y ait une situation de choix telle que ça puisse entraîner ou de la confusion à l'extrême, un risque de perte de confiance peut-être dans l'écosystème d'ensemble aussi. Donc il faut aussi veiller à cette structuration d'ensemble. C'est un chemin qui est devant nous, mais il est clair qu'il n'y a pas de volonté monopolistique de la part de l'État, ça c'est bien certain. Et d'ailleurs, quand j'évoquais tout à l'heure la très grande crainte des utilisateurs de tout perdre avec une solution, l'idée c'est que justement on puisse mitiger d'une certaine façon les risques avec éventuellement d'autres perspectives, et notamment offertes par le secteur privé. S'agissant des données, il ne faut pas se tromper. Ce que nous fournissons, nous, c'est une solution d'identité. Nous ne fournissons pas une solution de maîtrise de l'ensemble des données des usagers. En fait, cette solution d'identification ou ces solutions d'identification, elles doivent permettre d'accéder à différentes structurations de données dans différents domaines. Donc ce n'est pas l'identifiant unique avec un fichier unique, c'est une porte d'entrée, mais qui adresse différents secteurs qui restent complètement autonomes, avec des systèmes de protection des données qui restent séparés. Donc ce n'est pas une perspective globalisante, loin de là. Pour avoir la compétitivité, en plus la notion de fichier, si vous rappelez les débats il y a quelques années, je pense que là on s'attache à se dire il y a un processus d'enrôlement, il y a un processus, peu importe d'ailleurs, que ça soit généré de manière privée ou de manière étatique, il y a un processus d'enrôlement qui va faire qu'à un moment on vous délivre votre identité. À partir de là,
il n'y a plus de base, il n'y a plus de contact avec cette base. Vous devez être autonome pour pouvoir prouver quand vous authentifiez votre identité. Enfin, c'est vraiment la base. Et quand je parlais tout à l'heure de communication, c'est peut-être un premier message à mettre en avant pour dire ce système, il ne repose pas, il ne s'appuie pas sur une base centrale. Et justement, ça fait presque le lien avec la compétitivité. Nous, on est exposés, il y a d'autres industriels qui peuvent commenter dans la salle, dans des pays, des gouvernements étrangers. Et on voit bien que maintenant, cette question de... Avant, c'était alors comment on fait pour mettre en place un système de passeport électronique ou de carte électronique. On voit bien qu'aujourd'hui, la notion de numérique, elle est associée à la question, que la notion de souveraineté est associée à la question. Donc je ne veux plus dépendre non plus de systèmes qui soient fermés et propriétaires. Je veux être sûr que je serai souverain et souverain dans la capacité d'aussi émettre une identité numérique pour mes citoyens. Et puis bien sûr, la question qui vient derrière, qui est comment on vient développer des usages. Et là, je ne sais pas si on est en retard ou on avance. Enfin, finalement, tout le monde est confronté. On a cité 13 pays tout à l'heure qui avaient déjà mis un système d'identité numérique en place. Moi, j'en connais un qui est pas loin de chez nous, sur lequel on donne beaucoup de benchmarks. Ça ne fonctionne pas très bien. Bon, parce qu'au départ, ils se sont passés totalement à côté de la dimension usage. Donc là, on a peut-être, si on se coordonne bien ensemble, la capacité d'aller fournir, pas une solution française dans le style on est unique et encore une fois, on a découvert ce que les autres n'ont pas compris, mais peut-être on arrive à un moment où toutes ces données sont plus visibles, sont plus perceptibles finalement de l'ensemble de l'écosystème. Voilà. Bonjour, Jean-Luc Leutier. Ma question porte en fait sur la prospective et l'avenir. C'est un chantier qui, quand on parle d'identité numérique, c'est pas uniquement des histoires de PKI, de certification, et même ceux qui sont équipés de tous les outils électroniques ont du mal parfois à y comprendre. C'est aussi sociologique, politique, régalien, international. Et donc du coup, est-ce que dans le chantier là, que vous menez, qui est un chantier qui est phénoménal, est-ce qu'il y a de la prospective? Est-ce qu'il y a de la recherche? Parce qu'en fait, on a parfois tendance à fonctionner sur le court-termiste. Je crois qu'on a jusqu'à ce soir pour déclarer nos impôts. Mais moi, j'ai une identité numérique parce que je suis rentré dans une grande groupe de producteurs d'électricité il y a plus de 22 ans. J'ai une espèce de trigramme, enfin un peu plus compliqué. C'est un identifiant qui a été unique, qui me suit, et avec une identité numérique depuis des années et des années. Voilà, donc ça marche. Mais du coup, dans 25 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, est-ce que ça fait partie de votre programme? Pas uniquement en intégrant les aspects techniques, mais aussi un peu les aspects sciences molles et beaucoup plus larges. Merci. Je vais laisser Valérie répondre en termes de programme. Et nous, une initiative que l'on a prise il y a quelques années, il y a 6 ans maintenant, c'est on a créé une chaire au sein de Mines Télécom, avec un certain nombre d'autres acteurs du monde des opérateurs, des banques. Et cette chaire, on l'a voulu avec justement des personnes qui venaient pas uniquement sur l'identité numérique en termes de technologie ou en termes de modèle économique, mais plutôt pouvoir réfléchir sur tous les impacts sociétaux, sur finalement la transformation autour de nous. Et ça fait 6 ans que cette chaire bosse. Tiens, je vois la CNIL est associée aussi à cette chaire, l'ANSSI est associée à cette chaire pour éclairer un petit peu, ou en tout cas venir mettre les contraintes d'aujourd'hui et peut-être les contraintes de demain, et essayer d'apporter des réponses à vos questions. Et je pense que ça a favorisé peut-être aussi le débat qu'on a ce matin, qui est plus large que juste de la technologie, qui est comment on s'approprie, comment on va aider la transition, comment on touche tout le monde. J'avais assisté à une réunion où on me disait mais pourquoi on essaye de fournir une identité numérique avec un système, une personne de 7 ans à 75 ans? Bah oui, c'est ça la société. Et donc à nous de mettre en place des systèmes qui vont permettre justement à chacun de pouvoir s'identifier. Voilà. Et je pense que cette chaire, alors modestement, mais en tout cas, elle contribue à cette réflexion. Il y a d'autres réflexions, j'imagine, au sein de l'État. Juste un mot, oui, évidemment, que cette projection est importante. Dans la liste des adjectifs que vous avez indiqués, je pense qu'il faut rajouter en plus le sujet culturel, parce que l'identité numérique, c'est vraiment culturel, et que le benchmark étranger le prouve. En fait, ce que nous avons surtout à cœur en l'état actuel, c'est de pouvoir
jeter les bases d'un dispositif qui sera par définition évolutif. La grande erreur que nous pourrions faire, et dans laquelle l'État parfois tombe, on en est tous conscients, c'est de vouloir fournir un dispositif qui soit fixé une bonne fois pour toutes, qui soit sans doute extrêmement performant peut-être dans les 2 ans qui viennent et qui ne soit plus adapté à la société de demain. Donc en fait, ce à quoi nous essayons de veiller, mais avec la limite de notre capacité de projection dans l'avenir, c'est en effet de pouvoir au moins jeter les bases d'un système par définition évolutif et adaptable. Sur le sujet de l'innovation technologique, oui, nous avons des réflexions en cours. Sur le sujet de la sociologie, puisqu'en fait c'est un peu ce sujet, nous nous appuyons en effet sur des travaux et des réflexions en cours de chercheurs avec les limites de la possibilité d'intégrer évidemment dès maintenant des perspectives qui par définition sont incertaines.